Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger la deuxième partie du problème CCP INP de 2021 filière PC. On demande ici à la question 26 de déterminer le numéro atomique de l'or. Il suffit pour cela de comptabiliser le nombre d'électrons dans la configuration électronique, ce qui nous donne un total de 79. Donc le numéro atomique de l'or est de 79. Pour déterminer la période de l'or, il suffit de regarder le nombre quantique principal le plus élevé. Ici, ce nombre est 6. Donc, l'or se situe à la ligne 6, ou période 6 du tableau périodique. On regarde ensuite les sous-couches 5D, 6S. On comptabilise ensuite les nombres d'électrons associés à ces sous-couches, ce qui nous donne un total de 11, 10 plus 1. Donc, l'or se situe dans la 11e colonne du tableau périodique. On aurait pu aussi indiquer que l'or se situe dans le bloc D à la 9e colonne du bloc D. Attention, ici c'est 6S2, 5D9. Car il faut considérer qu'il y a deux colonnes dans le bloc S. Question 27. On demande ici d'indiquer si la configuration électronique de l'or respecte les règles de remplissage. Si on utilise la règle de Klakoschki, on doit d'abord remplir les sous-couches 6S avant 4F puis 5D. Ce qui nous donnerait la configuration suivante, la configuration donc du xénon, ensuite 6S2, 4F14, 5D9. Donc, l'or ne respecte pas les règles de remplissage électronique. On demande ensuite de préciser quel nombre d'oxydation de l'or est particulièrement stable. Donc ici, on remarque si on enlève un électron à la configuration électronique de l'or, on a les sous-couches 4F et 5D qui sont entièrement pleines, ce qui leur confère une configuration très stable. Donc ici, pour répondre à la question, le nombre d'oxydation de l'or qui est particulièrement stable, c'est AU+, le nombre d'oxydation plus 1. À la question 28, on va déterminer ici la masse volumique de l'or. L'énoncé nous indique que l'or a une structure cubiste face centrée. On va utiliser la formule suivante pour déterminer la masse volumique. Dans une structure cubiste face centrée, les atomes sont tangents suivant l'une des diagonales d'une des faces, ce qui nous permet d'avoir une relation entre A, l'arête, et le rayon. On va ensuite déterminer le nombre d'atomes par maille, ce qui nous donne une valeur de nombre d'atomes par maille de 4. Grâce à la relation entre l'arête et le rayon, on peut déterminer ensuite le volume du cube, puis l'utiliser pour déterminer la masse volumique de l'or. Après calcul, on trouve une valeur de masse volumique de l'or de 1,94 10 puissance 4 kg par mètre cube, ce qui nous montre bien que la masse volumique de l'or est très élevée, donc l'or est très dense. Question suivante, on nous demande ici d'identifier et de nommer les orbitales du métal. On a ici les orbitales D. En utilisant les axes qui sont donnés dans l'énoncé, on peut ainsi déterminer les différentes orbitales. Φ1 correspond donc à D, Y, Z. Φ2 à D, X, Z. Et Φ3, par déduction, mais on peut le voir aussi au niveau du plan, 2XY. Φ4, dz carré. Et Φ5, dx carré, y carré. On nous demande aussi d'expliquer la levée de dégénérescence des 5 orbitales D. Il faut considérer au départ les 5 orbitales atomiques D au même niveau. En observant la figure 1, en l'occurrence Φ4 par exemple, on remarque qu'il y a interaction entre dz carré et les ligands. Cela a pour conséquence de déstabiliser l'orbital dz carré, qui était au départ au même niveau que Φ1, Φ2 et Φ3. Étant donné qu'il est déstabilisé, l'énergie sera plus haute. Pareil pour Φ5, il y a interaction entre l'orbital d x carré, y carré et les ligands. Il y a aussi levée de dégénérescence. Comme je le disais, Φ1, Φ2, Φ3, il n'y a pas d'interaction, donc il reste au même niveau. Question numéro 30. On va interpréter ici les variations des énergies des orbitales moléculaires allant de Φ6 à Φ10 par rapport à celle de Φ1
à Φ5. Si on éloigne à l'infini les ligands suivant l'axe Z, étant donné qu'il n'y a pas d'interaction entre les orbitales D, à savoir dx, y, dxz, dyz et les ligands, Φ1, Φ2, Φ3 restent au même niveau. Φ1 correspond à Φ6, Φ2 à Φ7, Φ3 à Φ8. Lorsqu'on observe l'orbital Φ5, on remarque qu'il n'y a pas d'interaction entre l'orbital D et les ligands suivant l'axe Z. L'éloignement des ligands suivant l'axe Z n'a pas d'effet sur l'énergie de l'orbital qui reste au même niveau. Φ5 et Φ10 sont les mêmes orbitales. Étudions maintenant Φ4. Lorsqu'on passe de la structure en octaédrique en plan carré, il n'y a plus d'interaction ligand et orbital D Z carré suivant l'axe Z. Ainsi, Φ4 est moins déstabilisé, c'est-à-dire il va devenir plus stable, donc son niveau d'énergie sera plus bas lorsqu'on passe d'une géométrie octaédrique à une géométrie plan carré. Ainsi, Φ5 et Φ10 sont les mêmes orbitales, et on va représenter maintenant Φ9, et on obtient la représentation suivante pour Φ9. Question suivante. On nous demande ici de déterminer la géométrie adoptée par le complexe d'or 3. Pour cela, on sait que ce complexe sera diamagnétique, c'est-à-dire ne possède pas d'électrons célibataires. On va dans un premier temps déterminer le nombre d'électrons de valence. Dans ce complexe, l'or est au nombre d'oxydation 3, donc il va perdre 3 électrons. Étant donné qu'il a 10 plus 1, 11 électrons, il perd 3 électrons, il en reste 8. 8 électrons de valence à placer. Pour placer les 8 électrons, on va utiliser la règle de 1. On va placer le maximum d'électrons de même spin dans les différentes orbitales avant de les apparaître. En faisant cela, on remarque que la structure en plan carré permet d'avoir appariement des électrons, pas d'électrons célibataires, tandis que pour la structure en tétraédrique, on a 2 électrons célibataires. Ainsi, la géométrie adoptée est celle du plan carré. Attention ici, il y a une petite erreur. Les spins ne peuvent être dans le même sens. Ici, c'est vers le bas. Attention. Petite erreur que je modifie ici. Question suivante. Dans cette question, on nous demande de justifier que l'or métallique ne peut être oxydé dans une solution d'acide nitrique. On utilise les données de l'énoncé. On va écrire dans un premier temps l'équation de réaction en utilisant les 2 demi-équations redox qui nous intéressent. Ensuite, on utilise l'enthalpie libre de ces 2 demi-équations redox plus l'équation de réaction. Après équilibre, on a la relation suivante. On peut encore simplifier l'expression en utilisant la donnée de l'énoncé et on obtient une constante de réaction qui est égale à 10 puissance moins 27. Cette constante d'équilibre est très faible. L'or n'est pas oxydé par l'acide nitrique. Question suivante, on va déterminer le potentiel standard formé par l'or et le complexe de l'or. On utilise les données de l'énoncé. On nous donne également la constante de formation globale du complexe. On utilise toutes ces données et on obtient un potentiel de 0,9 volts. On demande également d'expliquer pourquoi l'or métallique n'est pas oxydé dans une solution d'acide chlorhydrique. Mais avant cela, on remarque que l'or et les ions chlorure vont se complexer. On utilisera ceci pour la suite. Après équilibre, on obtient la réaction suivante. Après avoir établi cette équation, on va déterminer sa constante d'équilibre. Après calcul, on obtient une constante d'équilibre très faible, 10 puissance moins 90. Comme précédemment, on montre bien qu'ici, l'or n'est pas oxydé dans une solution d'acide chlorhydrique concentré. La réaction n'est pas favorisée thermodynamiquement. Quel est l'intérêt d'utiliser l'or égal qui utilise la présence d'ions nitrate et d'ions chlorure? Les ions chlorure vont former un complexe qui va abaisser le potentiel d'oxydation de l'or au-dessous de celui du couple des ions nitrate. On va illustrer cela à la question 34 qui nous demande d'expliquer pourquoi l'or égal permet d'oxyder l'or. On va déterminer dans un premier temps
l'équation de réaction et ensuite déterminer la constante d'équilibre pour montrer que thermodynamiquement, la réaction est favorable. Petite remarque, la règle du gamma ici fonctionne contrairement à la réaction de l'or dans un milieu d'acide chlorhydrique ou d'un milieu d'acide nitrique. On détermine donc l'équation de réaction, puis ensuite la constante d'équilibre. On trouve une constante d'équilibre de 10 puissance 3 qui est largement supérieure à 1, donc la réaction est favorisée thermodynamiquement. L'or égale oxyde de l'or sous forme d'ion AuCl4-. Attention ici, c'est l'or égal et non l'or égal. Question suivante, on nous demande ici si l'oxydation de l'or par l'or égal présente ou non un blocage cinétique. Pour répondre à cette question, on va tracer la courbe courant potentiel. D'après les données de l'énoncé, à l'anode où s'effectue l'oxydation, il n'y a pas de tension. L'espèce chimique qui s'oxyde ici est l'or. L'or va s'oxyder en AuCl4-, un potentiel de 0,90 volts qu'on a calculé précédemment. Et au niveau de la cathode, il y a réduction de NO3-. On utilise aussi le fait qu'il y a une surtension. Et on remarque la présence d'un potentiel mixte. Cela montre qu'il n'y a pas de blocage cinétique. Ici, j'ai écrit l'eau au lieu de l'or. Attention. Question suivante, on nous demande ici de déterminer les différentes espèces chimiques allant de A à E. On va utiliser le fait que les ions hydroxyde prédominent à pH élevé et la concentration est faible lorsque le pH est faible, ce qui nous permet d'avoir les composés suivants. On va déterminer ensuite le pH, l'intervalle de pH où le complexe AuCl4- prédomine. On utilise pour cela la figure 2 en faisant correspondre la prédominance de AuCl4-. On remarque que ce complexe prédomine pour un pH inférieur à 5. Question 37, on nous demande ici de discuter du choix de la température de 250 degrés Celsius. Pour cela, on va déterminer dans un premier temps l'enthalpie standard de réaction. On va utiliser les données de l'énoncé pour déterminer l'enthalpie standard de réaction. Après calcul, on obtient une valeur de moins 230, 10 puissance 3 joule mol moins 1. La réaction est exothermique. Et on n'oublie pas de rajouter joule ici. Pour répondre à la question, on peut par exemple utiliser la relation de Van 't Hoff. En utilisant la relation de Van 't Hoff, étant donné que la réaction est exothermique, l'enthalpie standard de réaction est négative, une augmentation de température fait que la constante d'équilibre va diminuer. Cela a pour conséquence que la réaction s'effectue dans le sens indirect. Pour que la réaction ait lieu dans le sens direct, il faut donc utiliser une température plutôt basse, température ambiante. Cependant, on utilise ici une température de 250 degrés Celsius. Pourquoi? Car si on utilise une température basse, la réaction sera lente. Il faut donc choisir un compromis entre la cinétique et la thermodynamique. C'est pour cela qu'on utilise une température de 250 degrés Celsius. Question suivante. On demande ici de justifier les conditions de pression élevées. On a une pression ici de 10 bars. Pour cela, on va déterminer l'affinité. On va partir d'une situation d'équilibre et on va considérer que la pression va augmenter. En faisant cela, on montre que lorsqu'on augmente la pression, l'affinité est positive. Cela signifie que la réaction est favorisée dans le sens direct. C'est pour cela qu'on utilise ici une pression élevée, à savoir 10 bars. On demande ici à la question 39 de déterminer le rendement de la réaction. Alors ici, la réaction a lieu entre l'or et un courant de dichlore. On va utiliser un petit tableau d'avancement en sachant que le dichlore, sous forme gazeuse, est en excès. Pour déterminer la quantité de matière théorique, on va considérer que la réaction est totale, ce qui nous permettra de déterminer par la suite la quantité de matière de
du chlorure d'or théorique. Après calcul, on trouve un rendement de 78,5%. Pourquoi on ne trouve pas un rendement plus élevé? On peut dire ici qu'il y a peut-être des défauts techniques au niveau du système, des pertes et également des réactions parasites, qui fait que le rendement ne soit pas plus élevé que cela. À la question 40, on demande ici d'écrire l'équation de la réaction décrite par le cycle catalytique. Il suffit de regarder toutes les espèces chimiques entrantes dans le cycle qui correspondent aux réactifs. Les réactifs sont l'alcyne et l'aldéhyde aromatique. Et l'espèce chimique qui ressort est le produit. Ici, en l'occurrence, le produit est l'acétone aromatique, ce qui nous donne l'équation bilan suivante. Question suivante, on demande ici de proposer un mécanisme pour expliquer l'étape 2. On remarque qu'il y a une attaque nucléophile liée au doublet non liant de l'oxygène, ce qui nous donne le mécanisme suivant. Question 42, on demande ici de préciser le nom de la réaction à laquelle s'apparente l'étape 4. C'est une réaction de Diels-Alder. Question suivante, on propose ici le mécanisme suivant pour expliquer l'étape 5. Il y a basculement des doublets. Lors de cette étape 5, on passe d'un complexe à un autre complexe. On va déterminer ici le nombre d'oxydations de l'or dans ces deux complexes. Ici, on détermine le nombre d'oxydations de l'or dans le complexe du chlorure d'or. Le nombre d'oxydations de l'or est ici de 3. En effet, lorsqu'on décompose ce complexe, on remarque ici qu'on a les ions chlorure et les ions de l'or sont donc AU3+. Pour simplifier la représentation du complexe de départ, on note R, le ligand alkyle du complexe de départ. On décompose, comme tout à l'heure, ce complexe. Là, il fallait faire attention. Ce ligand alkyle va donner un carbanion, donc R-. Lorsqu'on équilibre ici les deux parts et d'autres de l'égalité, le complexe de départ et sa décomposition, cela nous permet de nous donner la valeur du nombre d'oxydation de l'or, qui est ici de 3. Conclusion, le degré d'oxydation de l'or ne change pas, ce n'est donc pas une élimination réductrice. Car le nombre d'oxydation ne baisse pas, il reste constant. Il est égal à 3 ici. Question suivante, le pH de la solution est ici de 2,7, qui est une valeur inférieure au pKa du couple acide méthanoïque méthanoate, qui est égal à 3,8. Ainsi, c'est l'acide méthanoïque qui est l'espèce prédominante dans le milieu. Question suivante, on demande ici de déterminer la longueur d'onde choisie pour faire cette expérience. Pour cela, on va déterminer la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorbance. On trouve ici une longueur d'onde d'environ 310 nanomètres. On écrit ici l'expression de l'absorbance qui est liée à la concentration de AuCl4- et de l'acide méthanoïque. Dans l'énoncé, on nous indique que l'acide méthanoïque est en excès. Donc on peut simplifier l'expression de l'absorbance qui sera liée donc à la concentration de AuCl4. La concentration en acide méthanoïque va très peu varier. Donc c'est pour ça qu'on exprime l'absorbance uniquement avec la concentration en AuCl4-. Au cours du temps, la concentration en AuCl4- va diminuer et donc l'absorbance va diminuer. Ce qui nous permet d'indiquer qu'à t égale 0, la courbe ou l'absorbance qui correspond à la courbe où l'absorbance est la plus élevée, à une longueur d'onde donnée, correspond à la courbe A. Et pour un temps plus élevé, l'absorbance sera plus petite, à la même longueur d'onde. Donc la courbe B correspond au temps 120 minutes. En toute rigueur, on devrait plutôt écrire plus constante ici, qui ne varie pas. Question suivante. Pour répondre à cette question, on va exprimer dans un premier temps la vitesse de la réaction. On remarque que cette vitesse est liée à la concentration en AuCl4-. On va ensuite exprimer la vitesse à t égale 0. On a l'expression suivante. On va ensuite utiliser la loi de Beer-Lambert, qui est liée à la fois à la concentration en AuCl4- et aussi à la concentration de l'acide méthanoïque. Cependant, là, je l'ai écrit juste avant la concentration en AuCl4-, car l'absorbance est liée ici à la concentration en AuCl4- qui varie, et également à la concentration d'acide méthanoïque qui ne varie pas, car
cette espèce chimique est en excès. En effet, lorsqu'on va dériver l'absorbance en fonction du temps, on aura une expression qui varie en fonction de la concentration de AuCl4-. En utilisant ces différentes expressions, on peut expliquer comment les auteurs ont déterminé la vitesse initiale V0. En effet, ils ont tracé l'absorbance en fonction du temps, ensuite déterminé la pente à t égale 0, la tangente à l'origine, ce qui nous permet ensuite de déterminer cette vitesse à l'origine. Il suffit pour cela de multiplier la tangente à l'origine par un facteur multiplicateur qu'on a exprimé ici. Question suivante, on demande ici de justifier l'introduction de cas observation. Dans toutes les expériences, on remarque que l'acide méthanoïque est en excès. On est dans les conditions de dégénérescence de l'ordre, ce qui nous permet pour les expériences B et C de simplifier l'expression. K fois la concentration de l'acide méthanoïque à la puissance P correspond à K observation. C'est une constante. Donc on a l'expression suivante. K, on est dans les conditions de dégénérescence de l'ordre. Question suivante. On va déterminer ici l'ordre partiel par rapport à l'un des dérivatifs. On va déterminer ici l'ordre partiel P. Pour cela, on exprime l'expression de la vitesse à t égale 0. Ensuite, on utilise le logarithme. Et on va comparer ce qu'on obtient comme expression par rapport à ce qui est donné dans les expressions de la série A. Par comparaison, on remarque que P est égal à 1. Donc l'ordre partiel par rapport à AuCl4- est égal à 1. P égale à 1. Question suivante. On va dans un premier temps exprimer K observation et ensuite utiliser le logarithme népérien. On obtient une nouvelle expression. Il suffira de comparer cette expression à l'expression donnée pour la série B. Par comparaison, on obtient ici un ordre partiel de 1,5. L'ordre partiel par rapport à l'acide méthanoïque est ici 1,5. La réaction ici n'est pas un acte élémentaire, étant donné que les ordres partiels ne sont pas entiers. On vient de voir que l'ordre partiel ici est égal à 1,5 par rapport à l'acide méthanoïque. Donc, cette réaction n'est pas un acte élémentaire. On rappelle qu'un acte est élémentaire si la somme des ordres partiels, c'est-à-dire l'ordre global, est égale à la molécularité. Il faut que cette valeur ne dépasse pas 2. Bien entendu, il faut que les ordres partiels soient entiers. Question suivante, on demande de préciser quelles grandeurs caractéristiques de la réaction peuvent être déterminées grâce au graphique de la série C d'expérience. La relation qui relie le logarithme népérien de K observation et la température est la loi d'Arrhenius. On va déterminer ici l'énergie d'activation et la constante utilisée dans la loi d'Arrhenius. Cette constante notée A a la même unité que K. En utilisant les questions précédentes et l'utilisation des logarithmes, on peut déterminer l'énergie d'activation et cette constante. L'énergie d'activation trouvée ici est égale à 36,9 kJ mol-1. Et après calcul, on trouve une constante A égale à 3,4 10 puissance 6 mol puissance moins 1,5 litre puissance 1,5 par seconde. Pour trouver l'unité de K et de A en même temps, on utilise l'expression de la vitesse. Ainsi, on peut déterminer l'unité de K et de A. Par rapport au temps utilisé ici, j'ai utilisé les secondes, mais je pense qu'on aurait pu aussi utiliser les minutes, car dans l'énoncé, on nous indique que le temps est exprimé en minutes pour toutes les expériences. Donc ici, je pense qu'on aurait pu utiliser minute moins 1 au lieu de seconde moins 1.